Je vais vous présenter donc quelques éléments sur la valeur fertilisante azotée des produits organiques. D'abord, juste en guise d'introduction, rappeler que quand je parle de produits organiques ou de produits résiduaires organiques que j'appellerai pro par la suite, j'entends à la fois des produits d'origine agricole qui peuvent être des effluents d'élevage, donc fumier, lisier et compagnie, également à la base de biomasse végétale. Des effluents urbains, donc déchets verts, déchets alimentaires, bouts de station ou autres, et des déchets industriels, agro-industriels, comme les vinasses ou les bouts de papeterie. Sur ces produits, on a un ensemble de traitements possibles assez variés, que ce soit du simple stockage au séchage, à la séparation de phase, compostage, méthanisation. Rappelez aussi que les effluents d'élevage, c'est quand même clairement le plus gros gisement à l'échelle nationale, hein, largement majoritaire, mais que localement, on peut avoir une importance d'autres gisements, par exemple près des villes ou près d'industries alimentaires. Et une caractéristique globalement commune de la plupart de ces produits, c'est qu'ils sont souvent peu concentrés en éléments nutritifs par rapport aux engrais minéraux de synthèse, et qu'une partie de l'azote, souvent assez significative, va être sous forme organique, à la différence des engrais, et que cet azote organique est globalement pas disponible pour les cultures et qui doit être minéralisé avant d'être absorbé par la plante. Donc voilà, en guise de rappel. Et du coup, justement, cet azote des produits organiques, donc l'azote disponible pour les plantes, donc ça va quand même, dans ces produits, on a une partie qui est sous forme minérale, donc en général quasi exclusivement sous forme ammoniacale, donc NH4, pas trop d'azote nitrique dans ces produits, et une partie sous forme organique, donc qui peut être disponible, donc c'est la partie qui sera rapidement minéralisable. La minéralisation de l'azote organique, ça se fait sous l'effet des micro-organismes du sol, qui est globalement plus rapide quand les conditions de température et d'humidité sont plus élevées. Voilà, la vie du sol est plus active. Et va également dépendre des caractéristiques des produits. Donc, ce que je vous ai mis ici dans le petit tableau, c'est globalement les matières organiques qui sont facilement dégradables, qui ont un rapport carbone organique sur N organique bas, vont minéraliser de l'azote. Par exemple, on le reverra après, mais typiquement, par exemple, des fientes de volaille. Alors que toujours des matières organiques facilement dégradables, mais avec un C sur N élevé, vont immobiliser de l'azote. Donc, c'est-à-dire que les micro-organismes du sol, pour dégrader ces matières, vont avoir besoin de prélever de l'azote minéral dans le sol, ce qu'on appelle une immobilisation. Donc là, exemple typique, en général, fumier de cheval. Et à l'inverse, donc le C sur N, ça fait pas tout, hein, parce que des matières organiques qui sont difficilement dégradables, donc quel que soit le C sur N, globalement, il se passera pas grand-chose quand on les mettra dans le sol, typiquement des composts très stables ou autres. Je vous remettrai des exemples par la suite. Pour mesurer cette minéralisation de l'azote organique, idéalement on peut le faire au champ, mais bon, c'est long, coûteux, c'est très dépendant des conditions pédoclimatiques et des systèmes de culture. Donc il y a aussi des approches de laboratoire standardisées qui ont été proposées pour comparer les différents produits ensemble. Donc, je vais vous en reparler juste après. Et du coup, sur cet azote disponible, il va être très variable en fonction des pros et au sein même d'un même type de pro, donc ce que je vous présente juste après. Donc, je commence par vous montrer la variabilité de teneur en azote minéral et organique pour différents types de pros. Donc là, en haut, vous avez tous les produits agricoles plutôt, puis les autres en bas. Et donc là, c'est en kilogrammes d'azote par tonne de matière brute. Donc bon, ce qu'on voit assez logiquement, c'est que plus les produits vont être secs, plus on va avoir d'azote. Donc vous voyez par exemple les fientes séchées qui sont vers le milieu, c'est celles qui vont contenir le plus d'azote, ou les vinasses déshydratées par exemple, alors qu'un lisier dilué qui est vers le haut forcément va contenir très peu d'azote. Bon, ça paraît trivial forcément, mais il ne faut quand même pas oublier Enfin, des fois on présente ces résultats sur matière sèche et c'est vrai que ça peut être assez différent, mais bon, quand on épand des produits, c'est de la matière brute, donc forcément la teneur en eau va déjà influer beaucoup sur ça. Au-delà de ces teneurs absolues, c'est la répartition organique minérale qui est intéressante aussi à regarder. Donc vous avez le minéral donc sous forme ammoniacale en vert clair et l'organique en vert foncé. Vous voyez qu'on passe de produits qui contiennent quasiment pas d'azote minéral, comme vous avez en bas des boues ou des composts, ou même dans les effluents d'élevage, des fumiers qui peuvent contenir assez peu d'azote ammoniacal, et à l'inverse, des lisiers ou des digestats qui peuvent contenir un tiers à même la moitié de leur azote sous forme minérale. En fait.
Donc déjà, on voit qu'on va avoir une assez forte variabilité là-dessus. Donc ça, c'était entre types de pro. Et là, je vous présente aussi, alors c'est juste pour quelques exemples, mais une variabilité pour un type de pro donné. Donc là, je vous ai remis lisier, fumier, digesta. Avec la valeur base du gros trait bleu, c'est du bleu clair, c'est la valeur minimum un peu référencée dans la littérature et maximum en haut. Et puis le trait bleu foncé horizontal, c'est la moyenne. Donc, vous voyez qu'on peut avoir pour un même produit des références qui vont d'un facteur 1 à 5, hein, quasiment sur les teneurs en azote. Donc, ça montre vraiment que ces produits sont assez variables. Pour les produits d'élevage, ça va dépendre des conduites d'élevage. Tout ce qui est compost et digesta, ça va forcément dépendre des intrants de ces installations, des modalités de stockage et de traitement, de stockage également. Donc ça montre vraiment qu'il faut connaître les teneurs en azote de ces produits pour piloter correctement une fertilisation, parce que sinon on peut vraiment faire des grosses erreurs sur les quantités apportées. Donc ça, c'était vraiment sur les teneurs de ces produits. Maintenant, si on regarde sur la fraction organique, qu'est-ce qu'elle devient quand on la met dans les sols? Donc là, je vous mets des résultats, je vais vous expliquer un peu ce graphique qui prend le temps de comprendre. C'est des résultats qui viennent d'incubation en laboratoire, donc c'est-à-dire qu'on mélange ces produits avec du sol en conditions contrôlées de température et d'humidité, et puis on va mesurer l'azote qui se minéralise au cours du temps. Et on considère globalement qu'au bout de 3 mois au laboratoire, il se passe à peu près ce qui serait passé au bout d'un an au champ. Comme je vous disais tout à l'heure, là, en laboratoire, il fait chaud et c'est humide, donc on booste un peu la minéralisation. Et là, je vous ai mis sur le graphique, c'est pour différents produits, vous avez le pourcentage d'azote organique minéralisé. Donc si c'est 0, c'est que globalement, il ne s'est pas passé grand-chose sur l'azote organique. Si c'est au-dessus, c'est qu'on a minéralisé une fraction importante de l'azote. Et là, vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça qui ressortent. Donc, sur les effluents d'élevage, vous voyez que clairement, il y a des fientes. On peut aussi avoir des lisiers qui minéralisent quand même une certaine fraction de leur azote organique. Alors que sur les composts, vous voyez, globalement, tout est centré sur 0, hein. Donc l'azote organique des composts, à court terme, au champ, il ne va pas se passer grand-chose. Sur les digestats, c'est assez variable, mais globalement, la fraction organique des digestats ne va pas beaucoup bouger. Alors que sur les bouts d'épuration ou agro-industriels, ça se minéralise assez bien, comme certains autres produits spécifiques, les vinasses par exemple, que vous avez tout à droite. Inversement, vous avez quelques produits qui vont immobiliser de l'azote. Typiquement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fumier de cheval, là, qui est vers le début, vous voyez qu'on peut immobiliser jusqu'à 50% d'azote. C'est-à-dire que si on apporte 100 kg sous forme d'azote organique avec un fumier de cheval, ça va manger 50 kg d'azote minéral dans le sol. Tout ça, c'est du potentiel, mais voilà, aux conditions standardisées, c'est ce que ça donne. Donc on voit que bon, voilà, il y a quand même beaucoup de produits qui minéralisent pas beaucoup d'azote, mais on a quand même quelques types assez particuliers. Et au sein d'un même type, donc comme je disais tout à l'heure pour les digestats, ça peut quand même être assez variable, hein, avec des digestats qui vont immobiliser jusqu'à 50%, l'équivalent de 50% de leur azote organique, et d'autres qui vont en minéraliser 50%. Donc tout ça, c'est quand même assez variable entre les produits. Et du coup, si on résume un peu en fonction des doses classiques d'apport, des teneurs en azote minéral que je vous ai indiquées et de la minéralisation de l'azote organique, une estimation de l'azote disponible de ces produits. Je vous les ai mis ici classés de la fourniture de moins d'azote à plus d'azote. Vous voyez qu'un compost de déchets verts à 20 tonnes hectare, on va apporter beaucoup d'azote total, mais quasiment pas d'azote minéral, beaucoup d'azote organique, mais qui ne se minéralise pas. Donc globalement, quasiment pas d'azote disponible à court terme. Et si vous regardez à l'opposé, tout en bas, avec 40 mètres cubes de digesta, alors ici c'est un digesta de cive, donc de culture intermédiaire vocation énergétique, on apporte beaucoup d'azote et notamment beaucoup d'azote minéral et du coup beaucoup d'azote disponible. Quelques exemples. Effet des traitements, rapidement, juste pour rappeler, bon, on l'a déjà vu un petit peu, mais compostage globalement de ces produits va entraîner une perte d'azote sous forme gazeuse pendant ce compostage. Mais globalement, on perd aussi beaucoup d'eau et de carbone au compostage. Donc au final, le compost du produit va être plus concentré en azote que le produit initial. Par contre, on aura un produit plus stable avec de l'azote principalement organique qui ne se minéralisera pas beaucoup comme on l'a vu. La méthanisation à l'inverse est conservatif, on ne va pas perdre d'azote globalement pendant le process.
Et on va minéraliser une partie de l'azote, donc l'azote plus disponible. Et voilà, je vais avancer parce que sinon je vais pas avoir le temps. Donc au-delà de ça, c'était un peu des choses théoriques sur, enfin, quand on analyse ces produits, on les regarde en laboratoire. Maintenant, quand on les insère au champ, comment maximiser leur efficacité. Donc au-delà de ce qu'ils contiennent, faut minimiser les pertes, en gros, d'azote quand on va les apporter. Comme je l'ai dit, une bonne partie de l'azote disponible peut être l'azote ammoniacal de ces produits. Cet azote ammoniacal, comme vous le savez peut-être, est très sensible à la volatilisation, ce qui représente un enjeu d'un point de vue pollution de l'air. Mais là, ici, aujourd'hui, je vous parle de valeur fertilisante et ça peut représenter une perte assez importante de la valeur fertilisante si on ne fait pas attention à ça. Donc, pour limiter la volate, des choses, j'imagine, vous êtes au courant, de préférer l'enfouissement de ces produits. Si on les enfouit très rapidement, on va limiter ça. À minima, de préférer des épandages au pendillard plutôt qu'à bus-palette. Éviter les apports avec des météos défavorables, donc vent, température élevée. Les produits liquides qui s'infiltrent assez rapidement sont globalement moins sensibles, mais par contre, souvent, ils sont aussi plus concentrés en azote ammoniacal, donc voilà, c'est un double tranchant. Et ces phénomènes sont globalement beaucoup plus importants en sol calcaire. La volatilisation, c'est un équilibre acido-basique et globalement en sol, enfin, des pH élevés, que ce soit du produit ou du sol, vont favoriser la volate. Donc, pour vous illustrer des mesures de volatilisation qu'on a pu faire, hein, par exemple ici sur un essai où on a des effluents d'élevage méthanisés ou non, vous avez, alors c'est pour 3 dates d'épandage différentes, c'est le pourcentage d'azote ammoniacal volatilisé. Vous voyez tout de suite que enfin, c'est assez variable entre les 3 dates en fonction enfin, pour les mêmes produits. Donc voilà, ça c'est un peu les conditions, enfin c'est les conditions météo qui font cette variabilité. Donc comme je disais, genre en avril il faisait plus chaud, plus de volatilisation qu'en mars. Et le digesta brut en rouge, vous voyez qu'il volatilise plus que le digesta liquide. Ça, c'est comme je vous disais, c'est l'effet infiltration. Digesta brut qui reste un peu plus pâteux, plus à la surface du sol, beaucoup plus sensible à la volate qu'un digesta liquide qui va bien s'infiltrer. Et le lisier, à l'inverse, Suisse, il y avait moins de volate, c'est parce que le pH du lisier est plus faible que le pH du digesta, donc moins sensible à la volatilisation. Donc, et on voit quand même au maximum, on a 40% de perte. Hein. Donc quand on parle de perte importante, voilà, là, en termes de valeur fertilisante azotée, si vous apportez 100 kg sous forme ammoniacale, il n'en reste plus que 60 au final. Hein. Et pour l'illustrer en termes d'effet sur les cultures, hein, là j'ai repris des résultats de la Chambre d'agriculture Grand Est qui montraient un apport de 20 mètres cubes de digesta sur orge d'hiver bio à la buse palette ou au pendillard. Et au final, ils obtenaient un différentiel de 8 quintaux sur l'orge dû à la volate du digesta plus importante à la buse palette. Autre perte à limiter, c'est les pertes sous forme nitrique. L'azote ammoniacal, une fois qu'il est dans le sol, enfin, celui qui n'a pas été volatilisé, il va être rapidement nitrifié par les micro-organismes du sol. Ces micro-organismes, comme vous le savez, ces nitrates sont sensibles à l'exfoliation, donc enjeu pollution de l'eau, mais aussi perte d'efficacité dans certains cas, quand c'est vraiment des pertes importantes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien choisir la date d'apport. En gros, les produits qui contiennent beaucoup d'azote minéral, comme le digesta ou des lisiers ou à minéralisation rapide, il faut les apporter au plus proche des besoins des cultures et plutôt après la période hivernale. Et du coup, pour apporter ça en sortie d'hiver, faut avoir le matériel adapté. Par exemple, tout ce qui va être épandage chantonne pour apporter du lisier ou du digesta en sortie d'hiver plutôt qu'avant les semis d'automne. Donc là, c'est illustré, alors c'est pas vos conditions, c'est en Italie, mais vous voyez un apport de lisier au 17 octobre entraîne 100 kg de perte d'azote nitrique par l'exfoliation et apport plus tardif, le même lisier dans la saison, quasiment pas de perte sous forme nitrique. Donc voilà, ça peut être aussi des pertes vraiment conséquentes et fortes pertes sous forme d'efficacité. J'avance un petit peu. Coefficient d'équivalence engrais, donc ça c'est une façon justement d'intégrer ces pertes d'efficacité en fonction des conditions d'apport au champ. Donc ça c'est des choses qu'on mesure donc au champ typiquement en essai micro-parcelles comme je vous ai mis là. On apporte différents types de pro et puis sur d'autres micro-parcelles différentes doses d'engrais. On va comparer finalement notre apport de pro à quelle dose d'engrais il équivaut. Donc ça peut servir notamment à piloter les fertilisations dans les référentiels régionaux. Hein, c'est des mesures que vous retrouvez.
Et pour illustrer ces coefficients d'équivalence et leur dépendance, encore une fois, au type de produit, là, je vous ai mis une synthèse de différents essais qu'on a fait, coefficients d'équivalence en fonction de la proportion d'azote sous forme minérale dans les produits. Vous voyez que c'est très proche de la bisectrice, donc en gros, c'est les produits qui contiennent l'azote sous forme minérale qui ont des coefficients d'équivalence les plus élevés. Voilà, donc encore une fois, ça relativise la minéralisation de l'azote organique. Dernier point sur, là je vous ai parlé que des effets court terme, vraiment fertilisation azotée raisonnée à l'année, mais il ne faut pas oublier que les apports répétés de produits amendants vont augmenter la matière organique du sol, la minéralisation d'azote et du coup peuvent réduire les besoins en engrais. Je vous l'illustre ici avec un essai où ça fait plus d'une vingtaine d'années, on apporte des produits organiques et on voit que, alors ici c'est le surplus de minéralisation comparé à un témoin minéral, un témoin minéral. Vous voyez qu'au début, on a très peu de surplus de minéralisation, on est à moins de 20 kg d'azote, et puis au bout d'une quinzaine d'années, on peut atteindre 100 kg d'azote en plus fournis par le sol. Donc ça, c'est vraiment les effets d'apport répété dans le temps qui sont à considérer. Vous avez un autre essai, je ne vous détaille pas, j'ai plus le temps, mais qui était dans le même ordre d'idée. Pour conclure, les messages importants, très forte variabilité, la valeur fertilisante entre types de pro, ça c'est quand même très relié à court terme à la teneur en azote minéral. C'est très variable, donc c'est important de connaître la composition du pro qu'on épand pour optimiser la fertilisation, bien inséré dans les systèmes pour limiter les pertes, que ce soit par volate ou lixiviation. Il y a d'autres pertes d'azote, je ne vous ai pas présenté aujourd'hui, qui ont un fort impact environnemental, comme le protoxyde d'azote, gaz à effet de serre, mais il n'y a pas d'effet sur la valeur fertilisante, parce que c'est des flux d'azote qui sont faibles. Ne pas oublier les effets long terme avec l'augmentation des fournitures d'azote. Et puis, enfin, si on recherche l'autonomie azotée, surtout dans des systèmes conventionnels avec des besoins en azote assez importants, les pros, souvent les gisements vont être limitants. Et donc, globalement, il faudra actionner d'autres leviers pour rechercher l'autonomie. Alors, les pertes au cours du process, je vous avouerai que c'est pas trop ma spécialité. Je m'occupe plus de ce qui se passe au champ. Les ordres de grandeur, je les ai plus en tête, mais ça peut être. Alors, c'est très variable déjà les pertes par émission gazeuse en fonction de la façon dont est conduit le compostage, si c'est plus ou moins humide, si c'est plus ou moins aéré. Mais voilà, je vous dirai pas de. J'avancerai pas de chiffres. J'aurais peur de dire des bêtises. D'accord. Mais ça peut être conséquent en termes. Comme je vous dis, il y a un double effet. C'est que on va aussi, vu qu'on perd aussi du carbone et de l'eau, finalement, le compost peut être autant concentré, voire plus concentré que le fumier, par exemple, initial. Mais par contre, si on raisonne en termes de flux d'azote à l'échelle de l'exploitation, on a perdu de l'azote, quoi. Par contre, dans le produit lui-même, ça peut être plus concentré. Oui, d'accord. Après, au stockage, même sans composter, on perd aussi de l'azote. Donc, la différence entre stockage et compostage n'est pas non plus toujours énorme. D'accord, merci. Donc, on a une deuxième question de Marc Moren. Est-ce qu'on a une idée de l'effet des différents PRO sur la fertilité biologique, entre parenthèses, activité biologique, diversité des micro-organismes du sol? Oui, bah, c'est des sujets qui sont à la mode, dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'études avec des résultats très très contrastés, avec des résultats assez contrastés. Si je vous parle de ce qu'on nous on a pu voir, par exemple, sur nos essais qui sont assez anciens, où on a plus de 20 ans d'apport à des doses assez importantes. Globalement, l'apport de produits organiques, ça va augmenter la vie du sol, donc la biomasse microbienne ou l'abondance de certains de vers de terre, par exemple, ou autres, ce qui peut amener à améliorer la porosité du sol, par exemple. Par contre, en termes de structure ou de diversité des communautés présentes, ça n'avait pas l'air d'être un effet très fort, par exemple, comparé à des changements de culture. Comme sur notre essai, on a inséré de la luzerne sur une partie de l'essai. L'effet de l'insertion de la luzerne était beaucoup plus fort que l'effet des produits organiques sur les structures microbiennes du sol, par exemple. Mais bon, c'est assez variable, hein, encore une fois, en fonction du produit. Mais globalement, ça stimule la vie du sol, quand on donne à manger à la vie du sol, quoi. D'accord, je vous remercie. Vu l'heure, on va peut-être avancer, sauf si Monsieur Lavier, vous aviez peut-être une question rapide ou Si, une réflexion, une question en même temps. Donc en fait, on a bien compris qu'il y a il y a beaucoup de produits qui libèrent peu d'azote minéral à court terme et que finalement l'intérêt de ces produits organiques, c'est leur utilisation répétée dans le temps.
Et aujourd'hui, donc, on dispose de tables suffisamment précises pour savoir, par exemple, si dans des parcelles de maïs dans lesquelles on met du fumier depuis 10 ans régulièrement chaque année, comment on va pouvoir gérer notre fertilisation azotée. Tout ça, c'est bien calé. C'est des effets qui sont bien mesurés, bien connus, bien maîtrisés, ou comment on gère ça en fait? Alors, je vous dirais qu'en conditions de recherche contrôlée, expérimentale, oui, on sait le mesurer et le prédire. Mais c'est très, enfin, comme je vous disais, la minéralisation de l'azote, que ce soit de ces produits ou de la matière organique du sol, est très dépendante de la température et de l'humidité. Et du coup, bah, l'inconnu, c'est toujours le climat de l'année, quoi. Donc, c'est vrai que c'est clairement plus difficile de piloter une fertilisation organique et de prendre en compte les effets de la matière organique du sol qu'en minéral, parce qu'il y a toujours cet inconnu sur le climat qui va arriver et comment ça va influer sur la minéralisation de ces produits, quoi. Donc en gros, ce qu'on fait, enfin, c'est ce que vous avez dans les tables du grain référentiels régionaux. Normalement, le poste qui permet d'estimer la fourniture d'azote du sol, si vous avez une teneur en matière organique dans votre sol qui est plus élevée, on sait qu'il va fournir plus d'azote. Mais tout ça, c'est des grosses moyennes, quoi. Et c'est sûr que d'une année à l'autre, dans des sols très riches en matière organique, la fourniture d'azote va être très variable en fonction des années climatiques, quoi. Et c'est vrai que pour caricaturer, si vous pouvez avoir une année que ça va cracher et vous allez tout verser, enfin votre blé va verser parce que voilà, et puis une année où il n'y a rien qui va minéraliser, et puis en fait vous n'aurez pas mis assez d'azote, quoi. Et ça, on ne peut pas trop le savoir d'avance, ouais.